Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300. Vous connaissez votre numéro, c'est votre numéro, pour intervenir évidemment sur tous les sujets d'actualité. Et l'actualité bouge. Pourquoi ça bouge? Ça bouge à Marseille, ça va bouger à Marseille. Les candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste vont se retrouver. Nous aurons peut-être des informations au cours de cette émission, au cours de ces 2 heures, pour essayer de trouver une solution. Ça bouge aussi à Marcoussis. Vous savez que Bernard Laporte a démissionné de la présidence de la Fédération française de rugby. Nous allons aller à Marcoussis dans un instant. Le comité directeur est en réunion. Que va-t-il se passer maintenant? Entre 6 et 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés. Le chiffre a été donné par l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins. L'alerte est donnée par l'Académie et l'Ordre des médecins. L'acte médical est déconsidéré. 27 millions de consultations ne sont pas honorées. Comment responsabiliser les patients? C'est l'un des sujets que nous allons évidemment développer ce matin. Et puis, cette info Sud Radio, bientôt la fin du permis à vie en France. Je parle du permis de conduire. Le permis de conduire devra être renouvelé comme dans la plupart des pays d'Europe. La décision n'est pas encore officielle, mais elle sera annoncée dans les mois qui viennent. Nous allons évidemment développer cela ce matin sur Sud Radio. 11h midi, notre débat pour ou contre la légalisation du cannabis, légalisation encadrée. Pourquoi est-ce que je pose le débat? Tout simplement parce que, vous le savez, nous avons déjà traité le sujet il y a 2 jours. Le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée. Alors, qu'en pensez-vous? Je voudrais ouvrir le débat sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes déjà très très nombreux à réagir. Vous allez animer le débat évidemment en appelant le 0826 300 300. Vous voyez, c'est extrêmement riche ce matin entre 10h30 et midi et demi. Ça bouge, les informations bougent. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. 10h32 tout de suite, la Fédération française de rugby avec la démission ce matin de Bernard Laporte. Nous sommes en direct de Marcoussis avec Antoine Mazer. Antoine, envoyé spécial pour Sud Radio à Marcoussis. Que se passe-t-il en ce moment? C'est un vrai rebondissement qui se passe actuellement à Marcoussis. On ne s'attendait pas vraiment à une issue comme ça. On l'a appris en venant à Marcoussis, la démission de Bernard Laporte. La ministre des Sports l'a appris en venant également ici. Alors on ne s'attendait pas parce que Bernard Laporte, il n'a pas forcément l'habitude de démissionner. C'est quelqu'un qui s'accroche. Mais en tout cas, son équipe, elle va s'accrocher. Cette réunion, elle était exceptionnelle parce que hier, les clubs avaient voté non à la succession de Patrick Buisson pour remplacer Bernard Laporte, on le rappelle, qui a été mis en retrait suite à ses problèmes judiciaires. Et ce comité directeur devait pouvoir donner 2 possibilités. Celle de élire un président par intérim au sein de ce comité directeur jusqu'en juin pour organiser une élection au sein du comité directeur. Donc ça, pour permettre au clan Laporte de proposer un nouveau candidat. Mais la deuxième option, qui était celle la plus possible, entre guillemets, et celle souhaitée par la ministre des Sports, qui a pris la parole devant tout le monde et a demandé que le comité directeur puisse démissionner et organiser à partir d'aujourd'hui de nouvelles élections avec la voix démocratique et, entre guillemets, en entendant la voix des clubs qui hier ont voté non, avec la possibilité de voir un nouveau candidat du clan Laporte éclore. Donc tout le monde s'attendait à ce que aujourd'hui le comité directeur démissionne et qu'il n'y ait à partir d'aujourd'hui des nouvelles élections, avec notamment l'opposition emmenée par Florian Grill, qui était l'invité de Patrick Roger ce matin. Oui, non mais d'accord, mais la situation, Antoine Mazer, maintenant, c'est que le comité directeur va nommer un président par intérim jusqu'en juin. Rebondissement, exactement. Le comité directeur n'a pas écouté les revendications de Amélie Oudéa-Castéra. Oui, c'est de l'ingérence. Hein. La ministre des Sports est là. Je veux bien les recommandations, mais le comité directeur est libre de décider ce qu'il veut. C'est peut-être en réponse à cette ingérence, non? Bien sûr. Tout à fait. Le gouvernement n'est pas sous tutelle de la Fédération française de rugby. C'est la fédération qui n'est pas sous tutelle. Oui, la fédération qui n'est pas sous tutelle du gouvernement. Et donc, elle était simplement sous un rôle de conseil. En tout cas, l'opposition emmenée par Florian Grill
a démissionné de ce comité directeur et donc la fédération se retrouve sans opposition et donc les 7 membres de Oval Ensemble, l'opposition, ont démissionné. Et maintenant, voilà, donc il va y avoir un nouveau candidat. On attend la réponse. Pour l'instant, on ne sait pas qui va reprendre par intérim la Fédération française de rugby. Jusqu'en juin. Bien, alors justement, nous avons Philippe Spanghero avec nous, consultant Sud Radio et membre de l'opposition. On va l'ensemble. Philippe Spanghero, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Philippe. Bon, donc, si j'ai bien compris, reprenons les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, démission de Bernard Laporte. Ok, c'est entériné. Ensuite, le comité directeur réuni. Que se passe-t-il? Pas de démission de l'ensemble du comité directeur. Le comité directeur décide de nommer un président par intérim jusqu'en juin. L'opposition au sein du comité directeur, vous en faites partie, Philippe Spanghero, décide de quitter le comité directeur. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement. C'est exactement ce qui est en train de se jouer, puisque je viens d'avoir, bien sûr, les membres de notre groupe à l'instant au téléphone pour m'annoncer qu'ils avaient décidé de démissionner. Le comité directeur est encore en train de se tenir. Donc il risque d'y avoir de nouvelles informations d'ici la fin de la matinée. Moi, je suis très fier de la décision d'Oval Ensemble qui est allé au bout de ses idées en montrant son désaccord. Moi, je fais partie d'un groupe qui demandait des élections générales. Pas du tout parce que la ministre le demandait, mais parce qu'aujourd'hui, Pardon. Oui, allez-y, Philippe, allez-y. Non, mais aujourd'hui, le rugby est fracturé et c'est pas dû qu'à la personne de Bernard Laporte. Et je trouve que son comité directeur a beau jeu de se cacher derrière lui. Il y a une responsabilité collective dans des décisions qui ont été prises depuis des années autour des affaires pour lesquelles Bernard Laporte est condamné. Et moi, j'aurais aimé que... Enfin, il est condamné, mais... En première instance. Voilà, en première instance. Il faut toujours le rappeler. Bien sûr. Non, mais bien sûr, il faut le rappeler. Il a été condamné en première instance. Et Bernard Laporte, aujourd'hui, a pris ses responsabilités. Mais pour moi, on le laisse seul au milieu du gué parce qu'il y a une responsabilité collective de son comité directeur. Et cette posture de tenir comme ça et de ne pas redonner la parole au club pour une élection démocratique générale montre qu'il y a toujours une forme de prise en otage de la démocratie dans cette fédération, parce que les clubs, par leur non à Patrick Buisson, ont exprimé un non à la politique de cette gouvernance. Bien, écoutez, Philippe Spanghero, merci dans tous les cas. On va suivre ça de près. Hein. Bon, on va pas passer la matinée avec le comité directeur de la Fédération française de rugby, mais je m'interroge quand même, Philippe Spanghero, vous allez me dire ce que vous en pensez, sur une forme d'ingérence de la ministre qui se retrouve à Marcoussis. Et pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, Amélie Oudéa-Castéra est renforcée par... entre guillemets, ses récents succès dans ses bras de fer avec Noël Le Graët. Aujourd'hui, clairement pour moi, cette histoire avec la Fédération française de rugby, elle montre une vraie lacune qui est le flou des statuts. Les statuts des fédérations sportives doivent être beaucoup plus précis. Et à ce compte-là, le ministère n'aurait pas d'ingérence à faire. Oui, je comprends. Mais aujourd'hui, ce flou des statuts amène le ministère, même sans pouvoir décisionnel, à se positionner parce qu'il y a des enjeux d'éthique qui sont majeurs dans le sport en ce moment. Et malgré tout, la dimension politique a un rôle à jouer là-dedans. Bon, merci Philippe Spanghero, merci beaucoup merci à vous d'être intervenu. 10h38, nous verrons bien la suite maintenant, et 10h38. Bien, je voudrais que nous poursuivions sur plusieurs sujets, notamment les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Ça, c'est un sujet majeur parce que ça précipite beaucoup de Français aux urgences. Évidemment, parce que les rendez-vous médicaux non honorés, ça veut dire des actes de consultation qui ne sont pas honorés. Ça veut dire que les médecins, tout à coup, avaient rempli leur carnet de rendez-vous et puis tout à coup se retrouvent avec des plages vides. Et évidemment, ça pénalise d'autres personnes. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de Français n'honorent pas, je dis bien honorer, le mot est important, n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux? Nous allons en parler dans un instant. Et puis, je vous rappelle notre grand débat entre 11h et midi, débat pour ou contre la légalisation du cannabis. Le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée. Alors, qu'en pensez-vous? Vous animez le débat au 0826 300 300. A tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Merci, 11h moins 20.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. C'est un vrai problème. Et les médecins y sont confrontés régulièrement. D'ailleurs, témoignez, 0826 300 300. Je vous donne des chiffres. 27 millions de consultations non honorées. Vous vous rendez compte ce que ça représente 27 millions de consultations chez le médecin. Près de 2 heures de consultation perdues chaque semaine pour certains médecins. Pourquoi ? Parce que nous pratiquons du consumérisme médical. Voilà, tout simplement. Jean-Philippe Platel est avec nous, médecin, président du conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour. Jean-Philippe Platel, vous en avez assez. Je le sens. Les chiffres ont été donnés, là. 6 à 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés. Alerte de l'Académie nationale de médecine et du Conseil national de l'Ordre des médecins. Vous en avez assez, Jean-Philippe Platel? Oui, vous avez tout dit. Ce sont des chiffres qui sont surprenants. Hein, et on a voulu, dans notre département, quantifier, puisque le département du Nord, on a voulu quantifier ce problème, hein, qui est évalué, vous l'avez dit, à 28 millions à peu près par an. Et donc, on a voulu faire une analyse scientifique, hein, universitaire de cette problématique. Et les chiffres confirment 7,6% des rendez-vous sont non honorés dans notre département. C'est insupportable. C'est insupportable. À l'heure où les patients ne trouvent pas de rendez-vous, n'ont des problèmes d'accès aux soins, c'est insupportable. Je suis d'accord avec vous. Alors, comment faire? D'abord, les raisons. Oubli, réservation double, les impossibilités de dernière minute, ça existe aussi, évidemment. Quelles sont les raisons? Alors, effectivement, les raisons sont multiples. Je crois quand même qu'il y en a une qui fait que ce phénomène a augmenté récemment, c'est la possibilité de prendre rendez-vous très facilement chez un médecin, que ce soit en ligne, que ce soit de façon dématérialisée. Et le corollaire de ce problème d'accès aux soins, c'est que certains patients ont tendance peut-être à prendre plusieurs rendez-vous et puis aller au plus proche et oublier ou ne pas annuler les autres rendez-vous. Ça, c'est vraiment une problématique. À côté de ça, on a essayé de cibler un petit peu le profil du patient qui ne vient pas à son rendez-vous. Oui. Et bon, c'est compliqué, on va pas mettre en avant telle ou telle catégorie, mais c'est plutôt un patient jeune pour des pathologies qui sont pas très graves, qui utilise effectivement la prise de rendez-vous par Internet. Oui. Voilà. Et puis peut-être aussi ces patients pour lesquels le reste à charge est nul, qui ont tendance, comme vous le dites, à consommer du médecin plus qu'à le respecter. Oui. Évidemment, ça ne leur coûte rien. Ils vont chez le médecin comme ils vont au supermarché du coin, de la même manière. Jean-Philippe Platel, les conséquences? Alors, les conséquences, c'est que, et on l'a vu parce que cette étude montre bien que quel que soit le lieu, quel que soit le type d'exercice, que ce soit salarié, que ce soit à l'hôpital, en libéral, et quel que soit le lieu, et là c'est important, même dans les zones qui sont confrontées à des difficultés démographiques, là aussi il y a ce problème de rendez-vous non honorés. Ce qui veut dire que dans les endroits où les patients ont du mal à avoir des rendez-vous, et bien même là, il y a cette problématique qui est là. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les patients respectueux d'avoir des rendez-vous. Et on a vu dans cette étude que à peu près seulement 15% des rendez-vous arrivaient à être finalement réalloués à un patient. C'est très faible ce chiffre. Oui, avec plus de patients au service d'urgence des hôpitaux, évidemment. Et c'est un vrai problème de santé publique. Alors, quelle solution? Si vous le voulez bien, docteur Platel, ça a provoqué des réactions, et notamment de Marie qui est médecin généraliste, qui habite Marseille. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, quelle solution? Vous, ça vous arrive, Marie? Ah oui, écoutez, oui, ça m'arrivait énormément. En fait, je viens de m'installer et je pense que j'en suis en moyenne à 3. Il y a un jour, j'ai eu 7 rendez-vous non honorés. C'était un peu la catastrophe. 7 rendez-vous dans la journée non honorés? Oui, c'était un vendredi, je me rappelle encore. Et là, je tourne autour de 3. Parfois 4, parfois 2. Mais la moyenne, je dirais 3.
Et je ne sais plus quelle étude avait montré que c'était 28 millions, je pense. Oui, on est à 28 millions, oui, tout à fait. Voilà. C'est ce que dit le docteur Platel qui évoque moi, cette... ça me navre dans une situation où, bien sûr, vous le savez très bien, on manque de médecins. Bien sûr. Et donc, en fait, le gouvernement essaie de trouver des alternatives pour remplacer les médecins. Oui. Donc ça, c'est un autre sujet, hein, des infirmiers de pratique avancée. Bien sûr. Mais au lieu d'essayer de... Comment dire? Je pense qu'il faut... Quelle solution, Marie? Quelle solution? Alors, malheureusement, il me semble que pour responsabiliser les personnes, il n'y a que la solution financière qui responsabilise les gens dans un pays où la santé semble gratuite alors qu'elle a un énorme coût. Il faut pénaliser de manière financière. Alors, la méthode, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut, comme sur certains rendez-vous, rentrer le numéro de sa carte bleue et on va dire si vous annulez pas, allez, 4 heures avant, vous êtes pénalisé sur un tiers payant, sur quelque chose, vous voyez. Bien sûr, il y a des impondérables où vous pouvez pas venir et 1 heure avant vous pouvez appeler. Enfin voilà, mais c'est pas possible en fait. Facturer les rendez-vous non honorés, oui, comme ça peut se faire pour d'autres. Oui, on réserve un hôtel. Qu'est-ce que vous voulez? Si les patients considèrent le médecin comme le coiffeur quand une partie. Comment? Moi, ma coiffeuse, je paye une partie si j'annule. Si vous n'y allez pas. Voilà, mais je trouve ça normal. C'est parce que un médecin, c'est un libéral. Et donc, il a des charges qui tournent. Et en fait, si vous avez 3 rendez-vous non honorés par jour, c'est sur une consultation de 25 €, 75 €. Vous multipliez ça par le nombre de jours, mais c'est un manque à gagner énorme. Et donc, en fait, ça, comment dire, ça met une tension financière sur le médecin. C'est-à-dire que nous, on calcule le nombre de rendez-vous qu'on n'a pas, le nombre de jours qu'on ne travaille pas. Enfin, où on est présent et finalement, on ne travaille pas. Docteur Platel, qu'en pensez-vous? Quelle solution? Alors, moi, je vais aller dans le sens de Marie, bien évidemment. Un chiffre, vous avez cité ce chiffre de 28 millions, donc qui est probablement proche de la vérité. C'est un chiffre qui est supérieur au nombre d'entrées dans les services d'urgence, au nombre de passages dans les services d'urgence. Donc vous imaginez si on arrivait à diminuer ce chiffre, tous ces patients qui, faute de rendez-vous, se présentent dans les services d'urgence pour des pathologies qui ne les nécessitent pas toujours, eh bien, on résoudrait une partie du problème. Évidemment. Deuxièmement, l'accès aux soins. Plein de patients se plaignent de ne pas avoir accès aux soins. Là encore, je crois que le déficit d'offres de soins est inférieur à ce chiffre de 28 millions. Alors, les solutions, docteur Platel. Marie avance la solution. On facture les rendez-vous non honorés. Alors, je pense qu'il faut d'abord, il faut tenter quand même de responsabiliser les patients. Mais comment? Écoutez, ça c'est la politique de santé publique. On sensibilise les patients à se dépister. On peut les sensibiliser aussi à respecter leur médecin. Oui. Là, je pense que. Pensez que ça va servir à quelque chose, docteur Platel, de les sensibiliser? Il faut toujours commencer par ça. Personnellement, moi, je les sensibilise et ça bouge. Vous savez, c'est pas grand-chose. Hein. Je leur dis, en fait, je ne les prends pas en tant que patient traitant directement à la première consultation chez un patient que je ne connais pas pour leur donner mes règles. En disant, voilà, monsieur, si au bout de 3 rendez-vous, 2 rendez-vous, vous ne venez pas, ça va être compliqué pour moi de vous suivre. J'ai beau leur dire ça, mais il y en a qui ne viendront pas. Ouais. Et qui, en fait, qu'ils ne viennent pas, qu'ils préviennent, c'est une chose. Mais qu'ils ne viennent pas et qu'ils ne préviennent pas, c'est une catastrophe. En fait. C'est une catastrophe pour l'accès aux soins. Alors, on passe le respect du médecin, mais c'est une catastrophe pour l'accès aux soins. Mais vous savez, il y a une expression, on dit, on honore un rendez-vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Honorer un rendez-vous, ça veut dire que c'est une obligation, me semble-t-il, morale, d'honorer un rendez-vous, me semble-t-il. J'ai refusé un patient parce que j'en avais déjà casé 3 entre des consultations. À un moment donné, les plages horaires, c'est pas extensible. Et puis à la fin, on finit par faire de l'abattage. Et moi, je me refuse à ça. Donc, oui, j'ai dû refuser en disant il faut aller à la permanence médicale ou aller trouver un... Mais tout ça... Et j'ai eu 3 rendez-vous non honorés dans la journée. Bon, docteur Platel, donc l'incitation, ou l'explication, c'est une chose, mais pensez que ça va donner des résultats?
Alors, vous parlez d'honorer, moi je parle aussi de respect. Oui, de respect, oui. Il faut oui. respecter les médecins. Oui. Les médecins sont une denrée rare, même si il y en a des médecins. Le problème, c'est que, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, le métier n'est plus très attractif et donc il faut rendre à nouveau ce métier attractif. Et une partie de sa perte d'attractivité, c'est ça, c'est dans le respect. C'est la perte de respect, le niveau des honoraires, c'est un autre problème, on peut en parler, mais fait partie de cette problématique. Non, mais bien sûr. Et donc, on parle beaucoup de droits, de devoirs. Les négociations conventionnelles en ce moment ont tendance à vouloir mettre énormément de devoirs sur la tête des médecins. Moi, je pense qu'il faut aussi mettre un peu de devoirs sur les patients. Notre métier. Nous, en tant que jeunes médecins, on se sent complètement dévalorisés, non seulement par les patients. Alors, pas tous, moi j'ai des patients adorables, mais on se sent dévalorisé quand on voit que on a le droit de prescription qu'au bout de 9 années seul, parce qu'entre la 7e et la 9e année, on a droit de prescription sous couvert d'un senior, et que juste un projet de loi va donner l'autorisation de prescription à des infirmiers de pratique avancée qui ont fait 2 années de plus et 6 mois de stage en médecine générale. Moi, je me pose la question de cette valorisation de nos compétences. Alors ça, c'est un autre... vous avez raison, Marie, mais c'est un autre débat. Il faut valoriser les consultations, il faut valoriser... Oui, mais Marie, comme Jean-Philippe Platel, dites-moi, il faut quand même un jour ou l'autre responsabiliser les patients. On ne sait pas responsabiliser dans ce pays, on ne sait pas... Ce mot, j'ai l'impression que ce mot a disparu de la circulation. La responsabilité donne aussi la dignité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes responsable, vous êtes... il y a une certaine dignité à votre humanité, vous voyez, je veux dire, vous respectez l'autre, vous vous respectez vous-même, vous donnez des règles de conduite dans une société où chacun se respecte et pense à l'autre, en fait. Oui. Bien, merci à tous les deux, Peut-être que pour responsabiliser le patient, il va falloir un jour ou l'autre qu'on fasse la publicité du coût de la santé. Parce que, je suis d'accord. Regardez les factures. Et que le patient sache combien il coûte à la collectivité lorsqu'il est malade et lorsqu'il va à l'hôpital ou chez un médecin ou ailleurs. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, comme par exemple, pour gagner 3,50 € sur la cantine, ils vont bloquer un créneau de rendez-vous de 25 € pour la société. Voilà. Merci. Merci Marie. Merci Jean-Philippe Platel, merci à tous les deux. Allez, nous allons passer à toute autre chose maintenant. J'aurais pu poser la question à Marie et au docteur Platel, je ne l'ai pas fait, mais un autre sujet qui concerne la médecine aussi, indirectement, il s'agit de la légalisation encadrée du cannabis. Le débat avance en France, il avance dans le bon sens ou le mauvais sens, ça c'est... vous qui allez nous le dire. Le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée. Qu'en pensez-vous? C'est important, cette proposition, parce que ça va obliger les acteurs publics politiques de prendre parti. Alors, qu'en pensez-vous? Faut-il une légalisation encadrée? Je sais que le débat est animé. Vous allez l'animer au 0826 300 300. Nous allons avoir plusieurs invités entre 11h et midi. Ça va être chaud, ça va être concret. Allez-y, participez. Merci, 10h56. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons parler du cannabis. Il est 11h03. Pourquoi le cannabis? Parce que le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée du cannabis, de la vente de cannabis. Alors pour ou contre, les débats autour du cannabis fleurissent depuis tant d'années en France et partout d'ailleurs dans le monde, en Europe aussi. Faut-il légaliser de manière encadrée la consommation, l'achat, la vente de cannabis? Vous nous dites, qu'en pensez-vous? Allez-y, installez-vous dans le débat, 0826 300 300. Pour en débattre, ce matin, nous avons 3 invités. Myriam Savy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des plaidoyers Addiction France. Merci. Othman Nasrou, vous êtes premier secrétaire général délégué des Républicains, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Dominique Duprez, vous
vous êtes directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois pour animer ce débat. Et encore une fois, vous pouvez intervenir 0826 300 300. Alors les enjeux sont importants. Que dit le Conseil économique, social et environnemental? Après plusieurs semaines de travaux, les membres de la commission de ce Conseil, du CESE, sont allés sur place, ont rencontré beaucoup de monde. Et que disent-ils? Ils disent il faut maintenant passer à la légalisation encadrée. Notre objectif, c'est d'être guidé par des objectifs de santé publique. Le Conseil part du constat que près de la moitié des adultes ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie en France, contre environ un quart dans l'ensemble de l'Union européenne. Il propose des commerces légaux qui pourraient voir le jour à condition d'obtenir une licence et que les gérants suivent une formation obligatoire à la prévention et la réduction des risques. Et il propose une légalisation évidemment pour les majeurs, les plus de 18 ans. Alors, tour de table, Myriam Savy, bonne idée ou mauvaise idée? C'est une très bonne idée, ça rejoint les recommandations de notre association Addiction France. De manière générale, de la plupart des professionnels de la santé, de la dictologie. Et ça rejoint aussi les recommandations d'autres institutions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'à chaque fois qu'une institution se penche sur la question du cannabis et de sa légalisation, quand on regarde de manière objective les données scientifiques, on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, on arrive à des conclusions en faveur d'une légalisation, bien sûr encadrée, car il ne s'agit pas de libéraliser un secteur ou de promouvoir une consommation de cannabis à tort et à travers. Bien, Othman Nasrou. Bonne idée ou mauvaise idée? Ce serait une très mauvaise idée. Je pense que la légalisation serait une décision absolument terrible parce que on ne peut pas à la fois dire qu'on a une substance dangereuse qui cause aujourd'hui des ravages dans la jeunesse, qui est l'une des principales causes du décrochage scolaire, et la légaliser. La légaliser, ça reviendrait incontestablement à augmenter sa consommation. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans tous les pays qui l'ont fait. La consommation a augmenté. Alors il faut qu'on arrête cette grande schizophrénie où on veut lutter contre un fléau qui fait des ravages, notamment chez les plus jeunes, ou alors on accepte de le banaliser, d'envoyer un message. J'aimerais qu'on pense à tous ces parents, à toutes ces familles qui ont le plus grand mal aujourd'hui à expliquer à leurs enfants qu'ils doivent se tenir éloignés de ces substances. Et donc moi je trouve que cette décision serait absolument mortifère. Dominique Dupré. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est le moins qu'on puisse dire avec ce qui vient d'être dit là. Notamment que dans les pays où on a légalisé que la consommation avait augmenté, ce qui est complètement faux. Toutes les études, notamment au Portugal, Portugal a légalisé. Alors nous allons voir plus de 20 ans. Oui, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 Au Canada, ans, depuis 2018, vous avez plus de 700 000 nouveaux consommateurs qui sont arrivés. Des consommateurs majeurs. Des consommateurs majeurs ou mineurs? Écoutez, majeurs, mais qui empêche? Majeurs. Mais ça revient à donner aussi un accès simplifié aux mineurs. Ça sera forcément plus simple de se procurer du cannabis pour un mineur, si c'était légalisé. Par exemple, par rapport au Canada, puisque vous évoquez le cas du Canada, on a constaté qu'il y avait plutôt une baisse de la consommation chez les tranches les plus jeunes et une augmentation avec la légalisation chez les actifs et les seniors. Et les seniors qui recherchent un bien-être. En gros, peut-être des gens qui avaient consommé dans les années 70 au moment du phénomène hippie et qui se remettent un peu, mais d'une manière contrôlée, modérée, etc. Et donc, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut dire, Monsieur Bourdin, c'est que dans la classification quand même de la dangerosité des produits, depuis le rapport du professeur Rock dans les années 80, qui a jamais été remis en cause, il y a une hiérarchie de toxicité des problèmes, des problèmes. Donc l'héroïne, le crack bien sûr en premier lieu, après arrive l'alcool et le tabac, et le cannabis arrive après. Oui. Et donc là, on a des discours comme ça catastrophiques sur l'usage du cannabis, alors qu'à usage modéré, c'est beaucoup moins grave que d'autres produits, y compris. Je veux dire, alors par exemple, par rapport aux accidents de circulation, ça c'est quelque chose de tout à fait drôle. On entend souvent dire au niveau des politiques, le cannabis tue. Il y a des sauf que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a souvent association avec de l'alcool. Et souvent, la majorité, c'est d'autres drogues. Et d'autres drogues, mais la cocaïne souvent alcool et cannabis. Et puis par ailleurs, lorsqu'on consomme le cannabis, et bien sûr, il n'y a plus d'effet, mais 8 jours après, au niveau des analyses, on décèle. Alors que, bien entendu, cette consommation d'il y a 8 jours ne joue absolument pas sur le réflexe. Oui, Othman Nasrou. Alors d'abord, vous le dites vous-même, quand on consomme de l'alcool et du cannabis, ça augmente de 30 fois. De 30 fois le risque d'avoir un accident de la route. Ce n'est pas parce qu'il y a des substances qui sont nocives, qui sont légalisées, qu'il faut légaliser toutes les substances nocives. Je ne sais pas d'où sortez ces chiffres, quand même.
Je les sors d'un certain nombre d'études que je tiendrai à votre disposition. Mais surtout, vous ne m'expliquez pas. Oui, on va pas se battre sur les chiffres, mais vous m'expliquez pas pourquoi légaliser. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que cette idée qu'en légalisant, on va lutter contre les trafics, comme si les trafiquants de drogue qu'on a dans un certain nombre de quartiers vont mettre une cravate et ouvrir une boutique, c'est une idée absurde. Ils iront vers du cannabis de contrebande. Je vous rappelle que le principal marché de contrebande aujourd'hui, c'est aussi le trafic de cigarettes, qui sont pourtant parfaitement légales. Vous vendront du cannabis moins cher. Ils vendront du cannabis plus dosé en THC, en substance psychotrope. Donc dire que légaliser va réduire les trafics, ça n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Je pense qu'au contraire, on aura la double peine. On aura et les trafics, y compris vers des substances plus dangereuses comme la cocaïne ou l'héroïne, et puis nous aurons malgré tout une consommation qui va augmenter au Canada. Vous me contesterez peut-être ce chiffre aussi, mais l'essentiel du cannabis, malgré la légalisation, est toujours dans le marché noir aujourd'hui. Et toujours dans le marché noir, plus de 82% du cannabis consommé au Canada reste du cannabis issu du marché noir malgré la légalisation. Est-ce qu'au Canada, il y a des boutiques permises, des boutiques ouvertes où l'on vend du cannabis? Alors, il faut dire qu'il faut rappeler que le Canada est un pays fédéral. Oui, donc c'est un pays fédéral. Oui, c'est vrai. En fonction des provinces, la législation n'est pas la même. Alors, par exemple, au Québec, c'est 100% diffusion publique, comme pour l'alcool. On va chercher de l'alcool, non pas dans le magasin du coin, mais à la régie de l'alcool. D'accord. Et c'est pareil pour la diffusion du cannabis. Il y a d'autres États qui ont fait un mix privé-public et d'autres provinces, c'est carrément privé. Bien, Myriam Savy. Je pense qu'il faut partir de la réalité aujourd'hui. C'est quoi cette réalité? C'est que les jeunes aujourd'hui n'ont absolument aucune difficulté à se procurer du cannabis et à en consommer. Ça, c'est certain. Donc à partir de cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, acteurs de santé, ce que l'on voit, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à mener des actions de prévention sur un produit qui est illégal, parce que quand on va par exemple voir ces jeunes, qu'on leur demande s'ils consomment du cannabis, puisque c'est interdit, ils vont dire non. Donc légaliser, ça permet aussi de faire davantage de prévention, de mieux contrôler la qualité des produits, et évidemment, il ne s'agit pas encore une fois de libéraliser, mais d'encadrer strictement, d'interdire la vente et la consommation par des mineurs, d'interdire la publicité et évidemment d'éviter tous les travers que l'on connaît en matière de politique alcool ou de politique sur le tabac. Ce que l'on voit sur la question du cannabis, c'est qu'on est sur une position un peu idéologique, avec, comme le disait Monsieur Duprez, une incohérence entre le fait qu'on ait des substances légales comme le tabac et l'alcool qui sont plus dangereuses que le cannabis, et à côté de ça, on va diaboliser le cannabis, alors que oui, c'est un produit à risque chez les mineurs, mais chez les adultes, à partir du moment où leur cerveau est mature, les risques sont beaucoup moins importants, beaucoup plus faibles que l'alcool, par exemple. Il y a des raisons pour le tabac et l'alcool. D'abord parce que l'État prend des taxes et évidemment ça rapporte beaucoup d'argent au budget de l'État. Et puis il y a eu d'autres raisons, c'est que l'alcool notamment, l'alcool, il y a une pression très forte. Il y a des viticulteurs, il y a des producteurs d'alcool qui sont très puissants. Non, c'est la raison pour laquelle on ne touche pas à l'alcool et au tabac. Disons clairement les choses. Bien, d'ailleurs, doit-on y toucher? C'est un autre débat, ça. Débat philosophique. Alors, j'aimerais beaucoup, 0826 300 300, que chacun vienne intervenir dans le débat à partir de maintenant. Je vais quand même poser une question, peut-être pas tout de suite, parce que Othman Nasrou voudrait répondre à Myriam Savy, mais l'approvisionnement. Parce que si l'on ouvre des boutiques, imaginons, on ouvre des boutiques, d'où viendra le cannabis vendu dans ces boutiques? C'est une des questions posées. D'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a des réponses là-dessus aussi. Vous aussi, j'imagine. Mais tiens, prenons Philippe, un de nos auditeurs, tout de suite, qui est à Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes consommateur de cannabis, vous avez 52 ans, vous êtes agriculteur, vous en faites pousser chez vous? Exactement. Hein? Oui. Que se passe-t-il là? Il y a une... Vous en faites pousser chez vous, vous êtes favorable à la légalisation, hein, Philippe? Totalement. C'est de l'hypocrisie. Actuellement, on parle sans arrêt de la réforme des retraites. Je pense que ça peut être une manne financière pour aussi... oui. Comment ça s'appelle Allez-y. Je suis désolé du terme. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Ça permettrait d'avoir un peu plus d'argent dans les caisses pour payer les retraites aussi. Moi, j'ai 52 oui, enfin, ans. non, ça n'a rien à voir, non, peut-être, non. Oh, mais si. bon, là, vous savez, il y a des travaux à côté du studio, c'est pour ça que vous entendez une perceuse, je pense, oui. Allez-y, Philippe.
Non, mais j'ai 52 ans, j'ai deux grands-enfants aussi. Ils ne touchent absolument pas au cannabis, ils savent que je fume. Je suis totalement contre pour que les jeunes ne fument. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 20 ans. Quel âge ont vos enfants, Philippe? J'en ai un de 27 et un de 16. Oui. Et ils ne fument pas. Et ils ne fument pas. Non. La prévention vient aussi des parents. Il n'y a pas besoin d'avoir de politique ou de quoi que ce soit pour expliquer ne fumez pas. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Donc, moi, je suis totalement pour. Je pense que je vois pas. Moi, je vois pas pourquoi je serais puni parce que je fume une plante. C'est un truc de fou de penser que c'est une plante. Tant mieux pour vous si vous arrivez à préserver vos enfants. Moi, j'ai du respect pour vous, j'entends ce que vous dites. Mais pour autant, il faut se mettre à la place de toutes les autres familles qui ont vraiment du mal à expliquer à leurs enfants qu'il ne faut pas toucher à cette substance. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut, surtout que les plus jeunes n'y touchent absolument pas, parce que dès la première bouffée, il y a des effets qui ne sont pas bons pour le développement du cerveau. Il y a des effets cognitifs qui sont reconnus par un certain nombre d'études, qui sont incontestés par toute la communauté scientifique. Et on va envoyer ce message totalement contradictoire, totalement hypocrite, de dire il faut absolument pas y toucher, mais désormais vous avez le droit. C'est légal, tout le monde peut en acheter. C'est un message en termes de santé publique. En termes de santé publique, c'est un message contradictoire. Les mineurs. Voilà, c'est un message contradictoire en matière de santé publique. Et ne m'expliquez pas que ce sera plus facile. Ce ne sera pas plus facile d'acheter du cannabis s'il était légal. Enfin, n'importe quel majeur pourra franchir n'importe quelle boutique. C'est quand même un peu plus compliqué quand il y a aujourd'hui la peur, y compris de l'amende aujourd'hui qui est prévue, de la sanction, etc. Donc, je pense que vraiment, on va exposer davantage nos jeunes à cette substance. Et c'est le bon sens le plus élémentaire que d'imaginer que quand on légalise, on banalise. Philippe ? Moi, je pense que quand on est adolescent, on est toujours à vouloir défier l'interdit. Du moment qu'on interdit le cannabis en disant faites attention, on assimile toujours le cannabis, vous prenez, vous allez finir par la cocaïne, par l'héroïne. C'est un débat qui est complètement ridicule. Vous regardez sur Amsterdam, en Hollande ou les pays comme ça, je ne pense pas que la jeunesse sombre dans la drogue ou quoi que ce soit. La plupart ne vont même pas dans les coffee shops. Parce que du moment qu'on ne l'interdit plus... Il y en a qui reculent. La ville d'Amsterdam elle-même pose de plus en plus de restrictions. Et évalue et n'est pas aussi positive que nous sur leur propre expérience. À cause du tourisme. Ah bah oui, on aura la même chose. On aura la même chose. Du cannabis, mais c'est en aucun cas par rapport à la jeunesse. C'est au tourisme. Quand on voit les dégradations que les touristes font sur Amsterdam, c'est quand même de la folie. La saleté, c'est les gens qui se comportent très mal. Et vous proposez de faire la même chose. Bon, et Philippe, merci dans tous les cas. Hein. Merci d'avoir animé cette première partie de débat. Je vais observer une petite pause de pub en espérant que les travaux vont se calmer à côté, mais bon, on verra bien. Il est 11h16. 11h16, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. 11h16, ça arrive à tout le monde. Hein. 11h16, vous appelez le 0826 300 300. À tout de suite. Est-ce qu'il faut légaliser de manière encadrée, hein, encore une fois, le cannabis? Il ne s'agit pas de le vendre à tout le monde, mais aux majeurs seulement. Est-ce qu'il faut légaliser cette vente? Allez-y, vous avancez dans notre débat. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h20. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Faut-il légaliser d'une manière encadrée la vente de cannabis? Chantal, qui est à Narbonne, est avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Bonjour. Eh ben moi, je me permets de vous dire que je suis pour la légalisation, bien que ce soit catastrophique, mais il vaut mieux ça que de voir la liberté totale de consommation où ça fait des ravages. Donc voilà, je suis donc pour, mais d'un autre côté, je trouve ça lamentable qu'on arrive en France à ce genre d'extrême, parce que on sait que le tabac, où on fait la guerre contre le tabac, détruit les poumons, engendre des maladies diverses et variées. Oui. Mais la drogue, ça touche le cerveau. Comme ça permettra de pouvoir manipuler les populations comme on veut, beaucoup plus facilement. Et en plus, jackpot pour les caisses de l'État. C'est lamentable. Oui, voilà. Ça, je suis pas... Chantal, que ça permette de manipuler les populations, ça, j'y crois pas une seconde. En ce qui concerne les caisses de l'État, il est évident que si le cannabis est encadré, la vente, il y aura des taxes. Ne croyez pas que l'État oublie les taxes. Hein.
Il y aura des taxes, c'est sûr, Chantal, et c'est vrai que ça va rapporter à l'État. Parce que ça va coûter à l'État, donc ça va rapporter à l'État. Évidemment, Othmane Nasrallah. Oui, mais ça, c'est pas un argument, je veux dire. Attendez, à ce moment-là, on légalise tout. On légalise la cocaïne et l'héroïne, ça rapportera aussi à l'État. La question, c'est quel modèle de société on veut. Dans quelle société on veut vivre. Voilà. Ouais. Moi, je ne veux pas vivre d'une société où on livre notre jeunesse au ravage de la drogue. Et encore une fois, on dépense des millions en matière de prévention. La jeunesse au ravage de la drogue. En quoi ouvrir des boutiques réservées aux adultes? Je vois pas trop le rapport. Ça facilitera l'accès quand même à la substance. Ça envoie un message de banalisation de la substance. C'est déjà facile. Hein. Mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui qu'il faut renoncer. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à lutter contre les trafics qu'il faut les institutionnaliser. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire reculer un phénomène. Sinon à ce moment-là, il y a des milliers d'excès de vitesse tous les jours sur la route. On n'a qu'à supprimer le code de la route. C'est pas un argument. C'est pas parce que l'État aujourd'hui est défaillant dans la lutte contre les trafics qu'il faut qu'on les institutionnalise. Si on pense que la consommation de drogue est mauvaise pour le développement de notre jeunesse et qu'aujourd'hui c'est un interdit, il faut maintenir cet interdit pour aider aussi les familles dans leur travail éducatif et venir plus fortement lutter contre les trafics. Et on ne peut pas dépenser des millions d'euros sur la prévention d'un côté pour légaliser de l'autre côté cette substance. On peut faire les deux aussi. On peut accélérer la prévention auprès des plus jeunes et permettre la consommation des adultes. Librement. Je dis ça, Myriam Savy. Oui, d'ailleurs, les taxes dont vous parlez tout à l'heure, ça doit permettre de financer non pas les retraites ou d'autres choses, mais bien les politiques de santé, les politiques de prévention et renforcer la prévention de manière générale, justement pour éviter et de faire de la sensibilisation auprès des jeunes, pour dénormaliser et ne pas faire croire. Alors une question, une question qui est intéressante, me semble-t-il, si on légalise d'une manière encadrée, donc pour les adultes, la vente pour les adultes, est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, déconsidérer le cannabis? Est-ce que ça ne va pas rendre le cannabis finalement sans intérêt pour les plus jeunes? C'est ce qu'on avait déjà observé il y a très longtemps aux Pays-Bas avec la création des coffee shops. C'est-à-dire à partir du moment où on lève l'interdit, il y a beaucoup moins d'attrait pour le produit. Ça, et notamment dans l'adolescence et la post-adolescence. Ça, c'est tout à fait clair. Par ailleurs, je veux dire à notre élu là qui est ici, qui participe à ce débat, bon, effectivement, comme il le soulignait, tous les membres de LR sont pas sur sa position. Ça mérite quand même d'être souligné parce qu'il y a eu un rapport parlementaire dans l'ancienne Assemblée nationale qui était tout à fait intéressant. Malheureusement, M. Darmanin n'a pas voulu donner suite. Mais je veux dire, y compris du côté parlementaire, les choses ont beaucoup bougé. Simplement, il faut quand même rappeler que la France a la législation la plus répressive au monde, quasiment en matière d'usage de cannabis, et qu'on est aussi au top des consommations au niveau européen. Je rappelle qu'un fumeur de cannabis surpris sur l'espace public, c'est 200 € d'amende. Oui. Et il ne faut pas oublier que... Mais qui sont-ils? On voit bien qu'en termes de contraventionnalisation, ça vise toujours les mêmes personnes. Il n'y en a plus des contraventions, de moins en moins. La police, franchement, la police qui arrête un fumeur de cannabis aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'elle dresse une amende. Elle va toujours dans les mêmes quartiers pour toujours verbaliser les mêmes personnes. Donc il y a aussi une inégalité. Elle verbalise de moins en moins. Franchement, elle a autre chose à faire que verbaliser le fumeur de cannabis, me semble-t-il. Mais on regarde... si des policiers veulent intervenir, qu'ils interviennent, c'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier, M. Bourdin, que une très grande partie des gens qui sont en prison le sont pour usage-revente de cannabis. Trafic. C'est pas les trafiquants. Vous parlez de... non, je ne parle pas des vrais trafiquants. Ceux-là, on les arrête pas. Quand j'ai publié Les Mondes de la drogue en 2000, déjà là, je montrais que la part des vrais trafiquants était vraiment minime dans toutes les interpellations les ILS, comme on appelle. Donc c'est vraiment très minime. Et depuis, ça n'a pas arrêté de chuter. Parce que il y a tellement de techniques maintenant avec Internet... les réseaux, etc., que ces grands trafiquants ne sont jamais pris. En fait, ce qui sont pris, c'est les petits dealers qui sont dans les cités. Bien, il est déjà 11h25. On va poser la question de l'approvisionnement. Si jamais c'était légalisé d'une manière encadrée, de l'approvisionnement. Et effectivement, est-ce que la question qu'on pose, si c'est encadré, si c'est vendu officiellement, est-ce que ça va tarir le trafic? Je n'en suis pas certain. On va en parler juste après la pub, mais je voudrais aussi que nous écoutions juste après la pub le témoignage de Paul. Il a 26 ans, est à Saint-Jean-de-Luz et il est consommateur de cannabis. Il a consommé des drogues beaucoup plus dures par le passé. Le cannabis, nous dit-il, m'a permis de me sevrer de ces drogues. Nous allons l'écouter. Il est 11h26, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h29, 11h30, vous mêlez au débat, encore une fois, 0826 300 300, comme Paul, qui est à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Paul. Bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Vous êtes consommateur de cannabis. Vous avez 26 ans, hein, Paul? J'ai 26 ans et j'ai eu 3 ans de grosses addictions aux drogues dures auparavant. Oui, auparavant, drogue dure pendant 3 ans. Comment êtes-vous venu aux drogues dures? Ouais, ça m'a souvent proposé, au fait. Ça se trouve très facilement, les gens vous sifflent dans la rue. Oui. Et il y a un côté très social au truc. Oui. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un va en prendre, et que vous ne faites pas partie du groupe, si vous n'en prenez pas, il y a une espèce de code social. On invite aux soirées les gens qui prennent telle ou telle substance, ils traînent que entre eux. Enfin, vous voyez, une espèce de... Oui, je vois, ouais. Donc, genre de coterie, enfin, de groupe, quoi. Hein, c'est ça. Oui, alors... aujourd'hui, sur Paris, vous avez des numéros, des Snapchat où vous avez toutes les drogues du monde qui arrivent en 20 minutes chez vous. C'est aberrant, c'est n'importe quoi. Ouais. Et si parlons du cannabis, le cannabis, c'est de la merde qui nous coupe. Enfin, oui. Moi, je pense que pour la légalisation, il faudra un truc encadré. Après, excusez-moi, j'arrête pas de parler. Non, mais Paul, parlez, parce que vous avez une expérience à partager, hein, Paul. Vous dites ces drogues, c'est de la merde, et vous dites le cannabis. Vous êtes favorable quand même à une légalisation encadrée ou pas? Ouais, mais avec des quotas d'argent, par exemple, 1 gramme par jour, ou je sais pas comment on pourrait gérer ça, en fait. Ah, vous comprenez, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je comprends. Gérer, en fait. Avec des ventes limitées. Vous avez raison. Excusez-moi. Des quantités de ventes limitées. Oui, des quantités de ventes limitées, parce que la plupart des gens, ils ont juste besoin de 1 pour dormir, vous voyez, ou 1 ou 2 de temps en temps le week-end. Enfin, la plupart des gens, ils sont pas les gros fumeurs. Oui. Enfin, en fonction des gens, on adapterait, mais c'est sûr que du coup, il y aurait un marché noir qui va se développer où eux vont proposer des prix avantageux ou de la cam plus forte qui va se développer. Mais je pense que, en tout cas, je sais que moi, ça m'a aidé pour sortir de toutes ces drogues dures, ça m'a aidé dans le sens où c'est mieux de prendre ça que de prendre du Xanax à gogo, que de s'imbiber de tertian, vous voyez. Oui, bien sûr, Paul, mais bien sûr, je comprends. L'alcool. Petite dose, mais moi je le mettrais à petite dose, mais on n'a pas fini d'étudier cette plante, elle est quand même vachement intéressante, ça peut aider sur la douleur, tout ça, mais après c'est vrai que ça peut rendre fou les gens aussi, hein, c'est vrai. C'est vrai. Merci Paul, dans tous les cas. Merci d'être avec nous. De rien, merci. Merci à vous. 11h32. Paul parle de plusieurs addictions. Hein. Il a été addict à des drogues beaucoup plus dures que le cannabis. Il dit que le cannabis l'a aidé à s'en sortir, mais il est prudent quand même sur la légalisation. Vous l'avez entendu, hein, Myriam Savy. Oui. Alors effectivement, les consommateurs de drogue aussi, quand c'est un usage problématique de drogue, souvent il y a des causes derrière et en fait l'effet psychoactif du cannabis qui est un calmant peut être recherché justement pour peut-être apaiser certaines tensions individuelles. Donc effectivement, l'objectif, c'est pas encore une fois de dire il faut consommer beaucoup de cannabis, il n'y a aucun risque, etc. Il faut limiter la consommation. Il faut rappeler les dangers. Quoi qu'il arrive. Après, je ne crois pas forcément beaucoup à la possibilité de contrôler la quantité qui est achetée. Il faudra peut-être réglementer les conditionnements. Après, on ne va pas avoir un permis dans lequel on va inscrire à chaque fois un tel a acheté 1 gramme et donc il est bloqué dans tous les autres magasins. Ça, je pense que c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est effectivement de la prévention, de la sensibilisation, faire connaître les effets et puis faire vraiment aussi attention au discours qui pourrait être véhiculé par les industriels du cannabis demain, qui pourraient, comme pour l'alcool ou pour le tabac, comme ce qu'ils font aujourd'hui, vanter les produits et minimiser les risques. Donc il faudra interdire absolument toute publicité, évidemment, et bien encadrée. Alors l'approvisionnement, j'imagine, une boutique vend du cannabis, et cette boutique s'est approvisionnée où ?
Alors ça c'est un problème effectivement très important. C'est la différence entre la dépénalisation qui règle pas ce problème de la production et de la vente et la légalisation. Légalisation, justement, on gère aussi la production et la vente. Alors pourquoi? Alors au niveau de la production, le contrôle de la qualité du produit et notamment éviter des pesticides, des insectes, enfin toute une série de produits nocifs qui sont ajoutés notamment au Maroc ou aux Pays-Bas au cannabis, ça c'est une priorité. Donc c'est vrai qu'il faudrait, et on sait qu'il y a des agriculteurs qui sont tout à fait volontaires, qui font d'ailleurs déjà des cultures de chanvre, etc., à avoir des productions françaises en la matière et bien sûr contrôlées de très près par l'État. Ça, c'est alors justement, le Conseil économique et social et environnemental propose une agriculture biologique, production de cannabis, l'autorisation de l'autoculture, parallèlement, mais aussi des centres de production et de distribution qui seraient encadrés, là encore, qui seraient étatiques en quelque sorte. Oui, il faut un contrôle de l'État sur la production et ensuite la distribution. L'État n'irait pas acheter la production marocaine, par exemple. L'État ne se substituerait pas aux trafiquants actuels. Ben non, il faut développer une filière française de production du cannabis qui existe déjà, comme le disait monsieur, avec des producteurs de chanvre aujourd'hui qui seraient favorables à pouvoir développer cette... Othman Nasrou. Alors d'abord, le contrôle de l'État, moi qu'il me soit permis de douter de son efficacité, je vois que l'État a du mal à contrôler bien des choses dans notre pays, donc je ne vois pas très bien ce qui vous fait croire que demain tout ça pourra être parfaitement encadré par un État qui aujourd'hui n'arrive pas, vous l'avez dit vous-même, à lutter, y compris contre des petits trafiquants. Je vous rappelle que dans notre pays, quand on est condamné à moins d'1 an de prison ferme, la peine n'est même pas exécutée. Alors la capacité de l'État à légaliser, à ouvrir le champ à la production de cannabis sur le sol français et en réussir à l'encadrer par un cahier des charges, et à légaliser la vente, et organiser la distribution, et à imposer un cahier des charges qui s'appliquerait à tous. Les buralistes pourraient vendre du cannabis, non, je sais pas. Non, je dis ça. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est en quoi ça va faire disparaître les trafics. Parce que dans un certain nombre d'États américains, comme le Colorado ou l'Oregon, où il y a eu cette légalisation, eh bien, il y a des groupes criminels qui ont commencé à produire pour exporter dans des États où ça n'était pas légalisé, pour irriguer précisément le réseau de trafic dans d'autres États. Et ça, c'est une réalité. Et demain, on aura des réseaux de criminalité organisés pour produire en France et pour diffuser par des réseaux de contrebande. Encore une fois, diffuser ailleurs. Oui, qu'en France. Moi, c'est la logique globale de ce débat que j'ai du mal à comprendre. On est en train de nous expliquer qu'il faut qu'on légalise le cannabis pour prélever des taxes, pour financer la prévention, pour que les gens n'y touchent pas. Avouez qu'on marche quand même un peu sur la tête. Si on veut que les gens n'y touchent pas, le mieux, c'est de lutter efficacement contre les trafics et de maintenir l'interdiction qui est aussi un message de santé publique. Et donc, l'idée qu'on puisse produire demain une substance nocive sur le sol français, je crois que ça ne va pas dans le bon sens. Bien, Timothée est à Bédarieux dans l'Hérault. Bonjour Timothée. Bonjour tout le monde. Vous êtes infirmier. Vous êtes opposé à une légalisation, même encadrée, du cannabis. Oui, en plus j'ai consommé au lycée. Oui. La seule chose que ça m'a apporté, c'est un échec scolaire. Mais c'est pas pour ça que je suis contre la légalisation. Oui. J'ai un argument qui me vient de mon frère qui est policier. Oui. Et on compare souvent le cannabis à l'alcool. Pourquoi on ne légaliserait pas le cannabis alors que l'alcool est légal? Et la vente d'alcool n'est pas légale au moins de 18 ans. Hein. Je l'oublie. Je ne l'oublie pas. Hein. C'est interdit de vendre de l'alcool au moins de 18 ans. Oui. Mais en théorie, que tous les jours... théorie. Oui, en théorie. Mais là, tous les jours, moi, quand je passe dans Bédarieux, à l'arrêt de bus, vous avez des jeunes de 16 ans en train de boire du rosé et fumer des pétards. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, l'argument qui me vient de mon frère, c'est que on a réussi à quantifier un seuil d'alcool qui rend impossible la conduite, sauf que le cannabis, on n'en est pas capable. Donc, on va laisser conduire des gens qui ne seront pas capables de conduire avec du cannabis dans le sang en toute légalité.
C'est un argument. Bon argument, Myriam Savy. Effectivement, il faudra interdire la conduite de véhicules en ayant consommé du cannabis. Alors oui, sûrement, il faudra revoir un peu les modalités. Il faudra peut-être avoir des meilleurs tests pour pouvoir mieux quantifier la quantité de cannabis que l'on a. Mais en tout cas, ça peut pas être le seul argument de dire non, on a une politique qui est complètement inefficace. Ne faisons rien juste parce que on sera pas en mesure de contrôler efficacement sur les routes. Alors que ce que l'on voit aujourd'hui et ce que dit ce monsieur, c'est que des personnes qui ont consommé du cannabis conduisent. Et donc, c'est pas parce que le produit est interdit que des personnes n'en prennent pas et ne conduisent pas avec. Timothée ? Non, mais c'est des conditions pour la légalisation que je parle. Oui. Je dis, de toute façon, les gens qui consomment, ils conduisent. Hein. C'est comme les gens qui boivent. Hein. Ouais. Mais il y a un second argument aussi. Oui, allez-y. Que l'avantage du cannabis pour l'État français, c'est qu'il amène de l'argent dans les cités les plus pauvres de France. Et si on légalise le cannabis, il y aura plus d'argent. Oui, dans l'argent du trafic. Il participe à la paix sociale en France. Et si on légalise, il y aura plus d'argent, donc plus de paix sociale. Oui, mais Timothée, oui d'accord, ça participe à la paix sociale, mais ça pourrit la vie de quantité de Français qui vivent dans certains quartiers. Vous le savez bien, Timothée, aussi. Les trafics. Mais donc, il faudrait savoir où on lutte contre les trafics ou pas. Mais non, mais le trafic se diversifiera. Alors, c'est la question, vous avez raison. Est-ce que s'il y a des boutiques officielles, ça va encourager le trafic ou le réduire? Encourager, pourquoi? Parce que peut-être que les trafiquants vont trouver du produit de moins bonne qualité, moins cher, et le mettront moins cher sur le marché. C'est la question. Et qui échappera aux taxes, et qui ne sera pas fiscalisé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, Dominique Dupré. Écoutez, moi j'ai travaillé sur le trafic depuis le début des années 2000. C'était en plus l'explosion de l'héroïne, notamment dans les quartiers nord de Marseille et surtout Monterrey-Pouigier, puisque je suis d'origine lilloise, l'île Sud, qui est un lieu important. Et donc en fait, moi j'ai envie de faire un parallèle avec ce qui s'est passé récemment avec la création des Uber. C'est-à-dire qu'en fait, la situation des taxis à Paris était catastrophique. Même une personne âgée avec sa valise, elle devait se débrouiller tout seul. Le chauffeur de taxi bougeait pas de son siège. Oui. Bon, lorsque on a créé l'ubérisation, avec aussi des concurrents d'ailleurs français, certains avaient critiqué très vertement Macron en disant voilà, c'est l'ubérisation de la société. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jeunes qui étaient des cités, qui auraient peut-être eu des parcours délinquants, ou qui avaient quelquefois des parcours délinquants, qui sont devenus chauffeurs. Ils sont arrivés en costume cravate, avec des voitures toujours propres. Ils ont toujours descendu tout de suite de leur siège pour mettre la valise du vieux monsieur dans le coffre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quasiment pas d'incident. Et de fait, ça fait évoluer complètement la situation. Avec des conditions de travail qui sont limites. Oui, bien sûr. Mais remarquez, ça a fait bouger. Les chauffeurs de taxi ont dû s'adapter. Ça a fait bouger, c'est vrai que ça a fait bouger, notamment des grandes compagnies. Et donc là, par rapport au cannabis, là, il y a toute une série de jeunes, bien entendu, qui sont impliqués dans des trafics, dans des... Qui pourraient... dans des ventes illégales. Il n'y a rien qui n'empêche, comme ça s'est passé dans d'autres pays, que ces gars-là, avec une formation, tout ça, puissent se reconvertir dans un commerce légal. Je crois pas qu'ils ont vocation à être des criminels toute leur vie, si on leur offre une opportunité d'intégrer l'économie légale. Il faut avoir un peu d'optimisme sur notre société, quand même. Non, mais attendez, on peut être optimiste, on n'est pas obligé d'être naïf. D'abord, moi je comprends pas très bien la comparaison entre le fait de conduire une voiture, d'être un chauffeur VTC, un chauffeur Uber, avec le fait de vendre de la drogue. Et de dire que ces jeunes-là sont forcément destinés à être uniquement toujours dans le trafic de drogue, qu'ils soient institutionnalisés ou pas, je trouve que c'est un peu réducteur, et je pense que c'est précisément le message contraire qu'on doit leur donner. Et puis, encore une fois, moi je n'ai toujours pas compris ce qui va empêcher ces trafiquants à aller sur des substances plus... Personne ne me répond depuis tout à l'heure sur ce point, sur des substances plus nocives, sur du trafic, sur du cannabis de contrebande moins cher, sur du cannabis qui ne respecte pas les cahiers des charges de l'État. Et donc je ne comprends absolument pas ce qu'apporte la légalisation, parce qu'au moment où on parle, il y a des quartiers, vous l'avez dit, qui sont gangrénés par ce phénomène. Alors moi je vais vous dire, Othman Nasrou, je connais l'État un peu, et vous aussi, et la manière dont réagit l'État. Je peux vous dire que si l'État met des taxes sur du cannabis vendu dans des boutiques légales, l'État sera beaucoup plus performant dans la lutte contre le trafic illégal.
Mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce que je dis. Mais c'est terrible, mais c'est une réalité. Même si l'État est aujourd'hui défaillant dans la lutte contre le trafic de cigarettes illégal. L'État est assez défaillant. Justement, ça c'est un exemple. Oui, Myriam Savy, dites-moi, le trafic de cigarettes, l'État n'arrive pas à la contrebande, n'arrive pas à contrôler la contrebande. Et les buralistes s'en plaignent sans cesse. Oui, c'est vrai. Et évidemment, on n'est pas naïf, et donc on ne va pas dire parce qu'on va légaliser le cannabis, tous les trafics vont absolument disparaître. Oui. Par contre, il y a des économistes qui se sont penchés sur la question et qui ont montré, en développant des modèles économiques que je ne vais peut-être pas détailler, qu'il faut bien justement réfléchir. Et encore une fois, une légalisation encadrée, ça se prépare. Et donc il y a plein de questions à se poser, et la question du prix, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon prix pour inciter les consommateurs, parce que c'est l'offre aussi et la demande. Et donc les consommateurs qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des délinquants vont préférer quand même aller acheter leurs produits dans une boutique réglementée légale plutôt que de continuer à aller acheter des produits dont ils ne connaissent pas la qualité, alors que les consommateurs de cannabis et même de drogue de manière générale, puisque nous on les voit, veulent quand même s'assurer que ce qu'ils consomment, ça reste un produit de qualité. En matière de drogue, de manière générale, on développe des laboratoires d'analyse de drogue, et ce sont les consommateurs de drogue, même des fois des drogues dures, qui viennent avec des produits pour savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'ils n'ont pas envie de consommer n'importe quoi. Donc voilà, donc à partir du moment où on a un bon prix, on a des boutiques légales qui vendraient le produit, on peut raisonnablement penser que la majorité des consommateurs vont plutôt se tourner vers ces boutiques-là et vers ce marché légal du cannabis. Bien, on va donner la parole à Othman Nasrou, mais j'ai encore un auditeur qui vient d'appeler, Sébastien, qui nous appelle de Martinique. À tout de suite, midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, allez, nous poursuivons le débat. Sébastien nous appelle de Martinique. Bonjour Sébastien. J'espère que vous m'entendez. Mais je vous entends parfaitement. Vous écoutez Sud Radio en Martinique, Sébastien? Tout à fait, oui. Et je suis ravi de vous savoir à Sud Radio, Monsieur Bourdin. Enchanté, en tout cas. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Sébastien, racontez-nous les ravages en Martinique. Alors, les ravages en Martinique, il faut d'abord prendre conscience que c'est une plante, comme m'a dit quelqu'un qui vous a appelé, et qu'on avait de très très bons agriculteurs dans ce domaine. Oui. Aujourd'hui, avec la répression, on a fait un petit peu comme, je dirais, l'alcool dans l'histoire du monde. On a d'abord tué les bons agriculteurs de cette plante, pour ensuite, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qui ne devrait pas être considéré comme de l'herbe. Pour une raison simple, c'est que le trafic est géré par ceux qui gèrent aussi la cocaïne et le crack. Donc en fait, aujourd'hui, on a en Martinique, alors que on pouvait nous envier à une époque d'une herbe de très bonne qualité. Alors qu'est-ce qu'on appelle de la très bonne qualité? C'est que ça amène à beaucoup d'inspiration. Beaucoup de gens, des militaires qui étaient asthmatiques, on leur demandait de fumer de l'herbe pour justement ouvrir les pores des poumons, ça aide beaucoup. Donc en fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis, bien sûr aussi, c'est du psychotrope, donc avec les mauvais effets. Donc pour les enfants, on est bien d'accord, on ne va pas revenir dessus, mais pour les consommateurs avertis et aguerris, on se retrouve aujourd'hui en Martinique avec ce qu'on appelle de l'herbe, qui n'est pas de l'herbe, ce n'est pas du cannabis. Et qui est un produit très mauvais, quoi. D'abord, qui devient très addictif, alors que l'herbe n'est pas du tout addictif. On peut être addict à l'herbe comme on peut être addict aux films porno, ce qui veut dire que c'est un besoin qui est plutôt psychologique, mais pas un besoin physique. La cocaïne, le crack, c'est un besoin physique. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'entendement avec l'esprit, c'est juste le corps qui demande et on devient fou. Donc voilà, c'est vraiment triste parce que malheureusement, aujourd'hui, ceux qui gèrent le cannabis sur la planète, moi je pense, ce sont ceux qui gèrent la cocaïne. Et donc, si vous savez, Monsieur Bourdin, je vais vous dire une chose, je viens de me rendre compte que sur votre plateau, on est tous d'accord, sauf un, pour, je dirais, avoir un entendement pour légaliser. Donc, peut-être qu'on est sur la bonne voie, parce que quand
normalement les médias ne sont pas d'accord. Ils sont à 3 contre 1. C'est pas mon rôle. Oui. Non, mais je dis, normalement, on est à 3 contre 1. Et là, l'inverse, c'est qu'on est à 3 contre 1 qui est contre le cannabis. Donc, c'est déjà une bonne avancée, je pense. Et voilà, je dirais que malheureusement, si on ne peut pas légaliser, on ne va pas pouvoir produire de la bonne qualité, et on avait de très très bons agriculteurs qui faisaient de la très bonne... Voilà. Merci Sébastien, merci. Sébastien qui nous appelle de Martinique, donc oui, c'est aussi un argument. Hein. Alors, les addictions, bon, l'addiction au cannabis, ça existe, c'est clair. Donc ça existe, comme d'autres addictions. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce que les jeunes aujourd'hui fument moins de cannabis, moins de cigarettes, mais boivent plus d'alcool? C'est ce que j'entends. C'est vrai ou pas, vous qui suivez les addictions, Myriam Savy? Oui, alors ça, c'est des phénomènes qui sont étudiés par l'OFDT. L'Office français des drogues et des conduites addictives. Et effectivement, dans les dernières études, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une baisse de la consommation des jeunes en matière de cannabis, en matière de tabac. Et en matière d'alcool, c'est plus mesuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation, il n'y a pas une franche baisse. Et on voit, parce que sur la question de l'alcool, il y a une extrême valorisation, notamment sur les réseaux sociaux, valorisation de la consommation. Et donc, ce qui fait que ça donne envie de consommer, et les jeunes consomment. Ce qu'on voit aussi, une ivresse immédiate, quoi. Voilà. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui, si je puis dire, sont aussi confrontés à une hausse des consommations d'écran, des jeux vidéo, etc. Ce qui fait qu'ils vont en gros, ils réduisent leur consommation de cannabis, mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de conduites addictives chez les jeunes. Oui, alors ça c'est effectivement, un bref d'avis de l'OFDT avait bien montré ça, c'est-à-dire que en fait, en plus avec le confinement, le Covid, etc., les jeunes sont restés chez eux, donc toute cette sociabilité de quartier où on fumait un joint était devenue impossible, et c'est vrai que l'influence des réseaux sociaux, le temps passé sur Internet, sur les écrans, fait qu'il y a un déplacement des formes de sociabilité, et donc le produit, d'une certaine manière, et effectivement tous les chiffres le montrent, est en train de baisser très fortement, un peu partout. C'est la preuve qu'en maintenant l'interdiction, on peut faire reculer la consommation chez les jeunes. Je ne vois pas pourquoi, du coup, on voudrait la légaliser, et on pourra le tourner dans tous les sens. Faciliter l'accès à un produit tout en voulant l'éloigner de notre jeunesse, c'est absurde. J'espère que ce n'est pas la seule raison, et d'ailleurs, de la même manière, je ne vois pas ce qui nous empêche aujourd'hui de financer des programmes de prévention très puissants, sans en parallèle envoyer un message contradictoire avec la légalisation. Donc moi j'entends encore une fois qu'il y a effectivement une opinion publique qui a l'air aujourd'hui de pencher majoritairement pour la légalisation. Je continue de penser que c'est une erreur, et demain, qu'est-ce qui nous empêchera d'aller vers d'autres substances et d'autres légalisations? Il y a des exemples comme l'Oregon qui, eux, ont aussi légalisé pour des petites quantités la consommation et la possession d'héroïne et de cocaïne et de méthamphétamine. Donc, et le même argument, on l'aura demain sur d'autres substances. Je pense que c'est un choix de société. Je pense qu'il faut qu'on pense à tous ces quartiers qui sont gangrénés par les trafics de drogue, où vous avez des pères et des mères de famille qui rentrent là dans leur cage d'escalier en regardant par terre de peur, et leur expliquer qu'en légalisant on va faire disparaître cette réalité-là, c'est leur mentir. On va avoir une banalisation de la consommation dans tous les pays où ça a été légalisé. La consommation a augmenté en général, et en parallèle on va continuer à avoir des trafics très dangereux. Alors légalisation, ce n'est pas dépénalisation, on est bien d'accord, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, alors la dépénalisation, c'est-à-dire qu'on ne met plus les gens en prison, il n'y a plus de poursuite pénale, mais ça ne change rien. Pour les consommateurs. Oui, je parle des consommateurs. Mais ça ne change rien pour la production et la vente. Donc là, on reste dans des circuits... La dépénalisation, ce n'est pas la solution. Non, donc ça, c'est pas une solution. Légalisation ou pas légalisation, c'est le débat est là. Alors c'est un peu la situation en Suisse actuellement. On est plutôt sur la dépénalisation, mais alors il y a eu, c'est le côté suisse, une prise de position du tribunal fédéral qui dit il faut plus poursuivre, quoi. Et donc c'est un peu l'économie libérale là qui se met en avant en disant c'est un problème individuel tant que. Mais ensuite il y aura des votations. Bien, merci à vous trois d'être venus nous voir. Vous avez été nombreux à réagir. On n'a pas trouvé la solution, hein, mais le débat est là et il va se poursuivre, c'est évident. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. La météo, il est presque midi avec vous, Rémi André. Rémi, le temps est un peu moins froid, mais toujours très nuageux.
Oui, c'est toujours la grisaille qui domine et ces températures bien hivernales. En fait, ces températures restent un petit peu plus douces sur le nord-ouest, depuis la Bretagne, le bassin parisien, jusqu'au Hauts-de-France, toujours comprises entre 4 et 6 degrés, et elles évoluent très peu. Sur les régions qui vont depuis le nord-est jusque vers le Massif central et les Pyrénées, là, les températures sont plutôt proches de 0 degré. La grisaille persiste tout au long de la journée, 2 à 4 degrés sont les maximales, avec par moments quelques flocons sur le Massif central, notamment sur le sud du Massif central, vers la Montagne Noire, mais également vers les Pyrénées par endroits. Cela peut donner une petite couche de neige. Vers la Méditerranée, là on a un petit peu plus de soleil, même s'il est taquiné par les nuages, et les températures qui atteignent les 10 à 12 degrés du côté de Nice ou d'Ajaccio sont toujours limitées ailleurs. Demain et après-demain, c'est un week-end plutôt calme, même si demain nous avons encore quelques flocons qui voltigent par-ci par-là. Nous aurons donc toujours cette grisaille et ce froid qui vont persister. Attention au froid un petit peu plus piquant dimanche matin. Il est 12h01. Parlons vrai. Les informations, Léo Ardourel. Bonjour à tous. La décision était attendue, c'est désormais officiel. Bernard Laporte n'est plus le président de la Fédération française de rugby. Le dirigeant a présenté sa démission ce matin. Une bonne chose pour le rugby français, estime la ministre des Sports, vous l'entendrez. Autre crise politique, cette fois-ci au PS. Le parti n'a jamais été aussi divisé alors que s'ouvre aujourd'hui le congrès à Marseille. Le parti a jusqu'à dimanche pour trouver une solution alors que Nicolas Mayer-Rossignol rejette toujours la victoire du premier secrétaire sortant Olivier Faure. Et puis le numérique, une nouvelle priorité de Pape Ndiaye. Le ministre de l'Éducation a fait des annonces à ce sujet ce matin. La pression était donc trop forte. En retrait depuis sa condamnation pour corruption, Bernard Laporte a présenté sa démission ce matin de la présidence de la FFR. Le dirigeant a été désavoué hier par les 1500 clubs amateurs français qui ont répondu non à 51% à sa proposition de nommer Patrick Buisson en tant que président délégué. Présente au comité directeur de la FFR ce matin à Marcoussis, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi au micro de Sud Radio. Écoutez. Je salue cette décision. Je pense que elle s'imposait à l'issue de cette consultation dans laquelle les clubs se sont massivement mobilisés, dans lequel le comité d'éthique a joué son rôle de supervision, qui a été un temps de consultation qui s'est bien passé, qui a été avec des débats dignes. Et Bernard Laporte en a tiré les conclusions, ce qui est une bonne chose pour le rugby français, pour ses valeurs et pour la suite. Et quelle suite justement? C'est désormais toute la question. Un président intérimaire devrait être nommé avant de nouvelles élections en juin. Une décision qui suscite la colère des élus d'opposition qui réclamaient de nouvelles élections rapides. Conséquence, ils ont tous démissionné ce matin, dénonçant un hold-up et un déni de démocratie. Un week-end qui s'annonce houleux également du côté du Parti Socialiste. Le congrès du PS s'ouvre aujourd'hui à Marseille, une réunion censée valider l'élection du nouveau secrétaire. Problème, Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours les résultats de la commission de récollement qui a validé la victoire d'Olivier Faure. Le maire de Rouen dénonce des irrégularités lors du scrutin. Pour Frédéric Savicki, professeur en sciences politiques à l'université Paris 1, les socialistes vont devoir trouver une solution d'ici dimanche. Il en va de l'avenir du parti. Je ne crois pas personnellement que l'hypothèse la plus probable soit la rupture, mais en revanche, je crains pour le Parti socialiste qu'on se retrouve avec un leadership divisé et durablement affaibli, incapable de prendre des décisions claires et tranchées, ce qui ne devrait pas favoriser en quelque sorte un renouveau de ce parti et surtout un travail programmatique, idéologique aussi, qui permette clairement aux Français de comprendre ce que c'est que le contenu aujourd'hui du Parti socialiste français. Qu'est-ce qui le distingue par rapport aux autres forces politiques et là-dessus, on est encore plutôt dans le brouillard. Le congrès du PS qui se déroule jusqu'à dimanche. Pendant ce temps, la NUP maintient la pression contre la réforme des retraites. Les élus insoumis, socialistes, écologistes et communistes ont déposé plus de 6000 amendements alors que le projet de loi arrive en commission des affaires sociales lundi. Une avalanche d'amendements qui risque de rendre compliqué l'examen du texte dans sa totalité, ce avant son arrivée dans l'hémicycle prévu le 6 février. De son côté, Olivier Dussopt s'en prend à Anne Hidalgo. Le ministre du Travail reproche à la maire de Paris de confondre l'hôtel de ville avec une annexe du Parti socialiste. L'élu a annoncé que la mairie de Paris serait symboliquement fermée mardi prochain, et ce pour soutenir les manifestations contre la réforme des retraites. Une décision qui revêt un problème moral, estime Olivier Dussopt.
Dans le reste de l'actualité, Alexandre Benalla de retour devant la justice. L'ancien protégé d'Emmanuel Macron est rejugé en appel à partir d'aujourd'hui pour des violences commises en marge de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris. Violence qui lui avait valu 1 an de prison ferme en première instance. Mieux former les jeunes au numérique et les préparer au futur marché de l'emploi. C'est l'un des objectifs d'un plan pour l'école présenté aujourd'hui à Poitiers par le ministre de l'Éducation. Pape Ndiaye veut renforcer les compétences des élèves en la matière et pas seulement Axel Gambaracci. Oui, le ministre souhaite notamment lutter contre le cyberharcèlement. Des modules de sensibilisation aux réseaux sociaux seront dispensés en 6e ainsi qu'aux parents. Tous les élèves de l'élémentaire au lycée bénéficieront également d'une action d'éducation aux médias et à l'information à chaque année scolaire. Ce plan promet également de renforcer la présence d'équipements dans les écoles. Les premiers pas en codage et en programmation informatique seront enseignés dès la 5e, notamment dans les cours de technologie et de mathématiques. Pape Ndiaye assure que les enseignants seront formés à ces changements. Voilà, la plupart de ces mesures du plan numérique seront appliquées à partir de la rentrée 2024. Et puis les experts aux portes d'un nouveau sacre mondial. L'équipe de France de handball affronte la Suède ce soir en demi-finale des championnats du monde. Une rencontre à suivre à partir de 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente après-midi sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h06, dernière demi-heure. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler tous les matins et j'en suis très très heureux. Vous êtes avec nous et vous participez et ça c'est formidable parce que vos témoignages sont utiles, vous le savez, à tout le monde. 0826 300 300. Je vais aborder maintenant un autre sujet, un sujet là encore du quotidien, un sujet important et c'est une info que je vous donne. Bientôt la fin du permis à vie en France. Pas tout de suite, mais dans quelques mois, le permis de conduire devra être renouvelé comme dans la plupart des pays d'Europe. Et c'est un changement, ça va être un vrai changement. Nous n'avons pas encore évidemment les détails, mais ça fait son chemin et la mesure, attendez-vous cet été à ce que la mesure soit annoncée, vous verrez bientôt la fin du permis à vie en France. Est-ce une bonne idée ou pas? Alors on va en parler, un contrôle régulier, à quel âge? On va regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. D'ailleurs, regardons tout de suite ce qui se passe ailleurs en Europe et ensuite nous retrouvons Nicolas Meunier qui est journaliste, qui est à Challenge et qui est un spécialiste des questions automobiles. Va-t-on bientôt dire adieu donc au permis de conduire à vie? Le gouvernement y réfléchit. La France, l'Allemagne et la Pologne sont les derniers pays européens à ne pas tester les aptitudes, non seulement des seniors, mais les aptitudes à conduire tout au long de sa vie, tout au long de la vie. Félix Mathieu. Oui, chez la plupart de nos voisins européens, il faut un examen médical régulier pour garder son permis passé un certain âge, dès 65 ans en Grèce ou en République tchèque, avec de nouvelles visites médicales tous les 2 ans. Même principe à partir de 70 ans en Finlande, au Danemark ou en Irlande avec une visite annuelle. Premier test à 75 ans aux Pays-Bas, il doit être renouvelé tous les 5 ans ensuite. D'autres pays ont fait le choix de visites médicales pour le coup tout au long de la vie, mais souvent en augmentant la fréquence de ces visites médicales obligatoires pour les seniors. Par exemple, un test tous les 10 ans en Espagne, puis tous les 5 ans passé 65 ans. En Italie, c'est même tous les 10 ans avant 50 ans, tous les 5 ans de 50 ans à 70, puis tous les 3 ans après 70 ans. La Belgique impose depuis quelques années un test d'aptitude tous les 10 ans tout au long de la vie, tandis que le Royaume-Uni mise sur la bonne foi des conducteurs seniors avec un simple questionnaire sur leur santé. Alors, que faut-il faire en France? Y êtes-vous favorable? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas? Eh bien, nous allons débattre là encore, et là encore, vous pouvez intervenir. 0826 300 300. Il est 12h09. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12, merci d'être avec nous. Le permis de conduire, des contrôles ou pas tout au long de la vie? Oui, non, allons-y, on en parle. Nicolas Meunier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Nicolas. Dites-moi, on le remarquait, dans de très nombreux pays d'Europe, ces contrôles existent. La France, l'Allemagne et la Pologne sont les derniers pays européens à ne pas tester les aptitudes des seniors.
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il faut imposer un contrôle régulier ou un contrôle à partir d'un certain âge, ou demander à repasser le permis au bout de, je sais pas moi, de 20 ans de conduite? Que pourrait-on faire? Est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs? Alors, ce qu'il faut faire, j'imagine que la question se pose sur le principal critère qui est la sécurité routière. Est-ce que réellement les personnes âgées sont plus responsables d'accidents que les autres tranches d'âge? Et là, la statistique est pas simple. Alors, si on regarde les statistiques de la sécurité routière, on s'aperçoit que les 65 ans sont surreprésentés dans la mortalité routière. Il y a eu 770 personnes de plus de 65 ans tuées sur les routes en 2021, donc ça représente 24% de la mortalité routière. C'est une tranche de population qui, selon l'INSEE, ne représente que 19,6% de la population. Mais ça mérite d'être nuancé parce que être tué sur la route ne veut pas forcément dire être à l'origine de l'accident. Et là, on s'aperçoit que les personnes âgées sont beaucoup surreprésentées dans la mortalité des piétons. Donc, sans résumer, les personnes âgées qui meurent sur les routes se font généralement culbuter sur un passage flouté. Renversé, oui. Ou à vélo. Ou à vélo, à vélo. Alors, il y a d'autres chiffres aussi, je vois, Nicolas. Les 65-74 ans ont moins d'accidents mortels que les moins de 24 ans. Je parle au volant, hein. Oui. En revanche, les plus de 75 ans sont responsables de 82% des accidents mortels. Alors, ils sont pas responsables de 82% des accidents mortels. Ça veut dire qu'ils sont responsables de 82. Enfin, cette tranche de population, quand elle a un accident mortel, dans 82% des cas, elle est responsable. Si elle est impliquée. Mais ça ne veut pas dire que les personnes âgées sont responsables de 82% des Voilà, des dans accidents 82%, elle est responsable de l'accident. J'ai compris. Voilà. Mais c'est une tranche de population qui a statistiquement moins d'accidents que les autres tranches de population, parce que déjà, elles roulent moins. Alors par contre, j'ai pas réussi à trouver de statistiques au kilomètre. Ça se trouve, au kilomètre, en effet, parcouru, elles ont plus d'accidents mortels. Mais en attendant, vu que c'est des personnes qui roulent moins vite aussi, parce qu'elles sont conscientes de leurs limites physiques et cognitives, elles sont à l'origine de moins d'accidents. Oui, mais enfin, je regarde le problème pour les plus âgés, ce sont des accidents qui se ressemblent. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup, par exemple, quand je regarde la presse, beaucoup de conducteurs seniors qui prennent nationale ou autoroute à contresens. Alors. Oui, quand on regarde la presse, mais là encore, c'est un biais parce que c'est quelque chose qui est spectaculaire, qui est surreprésenté dans les médias. On va toujours mettre en avant l'âge du conducteur qui a eu un instant de distraction, qui a pris la route à contresens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi certains jeunes, quand après une soirée un peu arrosée, qui vont pas prendre l'autoroute à contresens parce qu'ils n'ont pas fait attention, mais parce qu'ils ont fait le pari de la prendre à contresens sur 30 km sans se planter. Et là, ça devient beaucoup plus dramatique et c'est une occurrence qui est beaucoup plus élevée que celle des seniors. Et en fait, les accidents à contresens, c'est plutôt des personnes assez jeunes. Plutôt des personnes assez jeunes. Bien, ça c'est très très intéressant. Nicolas, on va prendre Corinne, qui est dans le Tarn et qui fait une juste remarque. Corinne, bonjour Corinne. Oui, bonjour. Corina. Bonjour. Corina, pardon. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Vous êtes à Brassac. À Brassac, dans le Tarn-et-Garonne. Oui, Brassac, c'était une ville minière, Brassac, à une époque. Ah, peut-être, là, j'avoue que je pêche. Moi, j'y suis depuis 2001, je sais pas. J'ai vécu pas mal à Paris, donc je sais pas. Bon, Corina, votre mari est routier. Oui, routier en TP, oui. Et lui, ils ont une formation par l'entreprise, dans des trucs de formation, des stages de formation. Je crois que ça dure 2 ou 3 jours. Pour leur permis, pour renouveler. Tous les 5 ans, je crois, c'est ça? Tous les 5 ans, voilà. Et là, mon fils aîné, lui, vient de faire un bac pro routier, c'est CRM, il n'y a que 2 lycées en France qui le font. Et donc là, seconde, il passe le VL, première, il passe le poids lourd, terminale, il passe le semi, et tout est validé avec, ou pas, avec l'obtention du bac.
Ben ça, c'est génial. Et ça. du coup, les jeunes, ils ont le droit, quand vous êtes maman, vous flippez un peu. Mon fils a le droit de conduire des semis à 18 ans au lieu de 21 ans. Ouh là, oui, je comprends. Et oui, comme vous dites. Donc là, la maman, elle est un peu... Voilà. Oui. Alors, vous dites, Corinna, à juste raison, ce que l'on demande aux conducteurs routiers, je ne vois pas pourquoi on ne le demanderait pas aux conducteurs de véhicules légers, quoi. Oui, on pourrait leur demander, tous les 5 ans, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être tous les 10 ans ou... Voilà. Moi, je vois, j'ai passé mon permis, comme j'étais à Paris, je ne l'avais pas passé, je l'ai passé ici en 99. Oui. Donc à l'âge de 36 ans. Oui. Et mon mari, pour me soutenir, a voulu passer le code avec moi, et il avait fait 17 fautes. Hein. Oui. Bah, et voilà, et pourtant il conduit tous les moi, jours, je pense il a que des si heures je de repassais conduite. Voilà. Après, la technique, c'est pas... Voilà. Oui, oui, non, mais savoir Après, conduire, c'est une chose. Les routiers envoient des erreurs sur les routes. Hein, ça, j'imagine. Surtout les routes de campagne. Hein, voilà. Bon, Corinna, voilà. On va mettre Jacques avec nous, qui est à Toulouse. Oui. Jacques, bonjour. Okay. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai entendu en fait le fait des personnes d'un certain âge, hein, dont je fais partie. Je vais avoir 68 ans. Bah, vous êtes jeune, Jacques. Et moi, bientôt 60, oui. Je suis très jeune. La jeunesse, c'est dans la tête. Mais oui, dans ma tête, j'ai 30 ans. Mais oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut des contrôles réguliers ? Alors, j'ai une autre proposition, parce que le contrôle régulier, s'il existe, il ne faut pas qu'il existe que pour les personnes qui ont un certain âge. Oui. Parce que finalement, quand on regarde, j'ai entendu tout à l'heure une personne, les accidents par les personnes d'un certain âge, ils sont quand même assez rares, quoi. Hein. Oui. C'était le premier point. Mais si on fait passer le permis, si on fait passer, des visites ou des contrôles à des personnes d'un certain âge, parce qu'ils sont susceptibles d'avoir plus d'accidents, et ce qui n'est même pas sûr, il faut faire passer aussi à des contrôles à des personnes qui ont d'autres actions. Je pense notamment, je passais tout à l'heure aux médecins, aux chirurgiens et à d'autres métiers. Alors, je ne parle pas de politique parce que je suis pas en politique, mais alors est-ce que jusqu'où on va dans le fait de passer des examens? Des tests. Ça, c'était des tests, ouais. Alors ça c'est le premier point, si je peux dire. Ensuite, il y a un autre aspect sur la chose. En ce qui me concerne, à 68 ans aujourd'hui, je ne conduis pas comme je conduisais à 30, ni à 40, ni à 50. Je conduis beaucoup plus calme parce que je sais. Parce que on n'a pas les mêmes réflexes, on le sait, mais je conduis pas, et pourtant je peux vous dire, je roule en Porsche, donc on pourrait supposer que je suis un fou du volant. Ah bah oui. Mais, Jacques, et une visite médicale tout au long de la vie, régulièrement, comme ça se passe dans certains pays d'Europe. Je sais pas moi, visite médicale, je sais pas, ça existe en Grèce, en République tchèque, en Finlande, au Danemark, en Irlande. Oui, mais ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs qu'il faut le faire chez soi et que c'est bien aussi. Hein. Je suis d'accord. C'est pas une vérité, quoi. Hein. Moi, ça, je suis d'accord. Je n'ai pas regardé des chiffres, mais vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui conduisent sous emprise de stupéfiants, d'alcool et de médicaments. Et bien sûr, on ne va pas les arrêter, sinon ils ne pourraient même pas aller au boulot le matin, quoi. Ouais, mais je veux dire, il faut. Alors, par contre, j'ai une proposition, et où j'en parle depuis longtemps. Une proposition qui est simple. Non, pourquoi on ne ferait pas par les assurances? Je l'ai fait, je suis passé par là. J'ai repassé le code plusieurs fois. Ah oui, d'accord. On repasserait le code, oui. Mais faire un test de code, parce qu'en fait, les questions qui se posent, regardez, quand vous arrivez sur des nouveaux ronds-points, des nouveaux giratoires, Ah oui, c'est vrai. Même ceux qui ont passé le permis il y a 6 mois, parfois ne savent pas les ça, c'est vrai. Je suis sûr qu'on serait tous collés au code de la route, là. Vous voyez ce que je veux dire? Repassons le code. Les personnes qui ont le code sont susceptibles d'avoir moins d'accidents, par nature. Ben oui. Bon, Jacques, merci. Corinna, merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Corinna? Oui, je voulais parler parce que là, votre interlocuteur qui est sur Toulouse, il doit connaître à Saint-Jory le Centaure. Il y a des assurances qui prennent en charge le stage Centaure pour des comment on appelle ça, des stages de conduite, si on veut, sur le verglas, sur l'eau. Ils ont tout un site comme ça. Et il y a des assurances qui prennent en charge. Ouais. Alors, si je peux, madame, j'ai fait ce stage-là. Et alors? J'ai fait ce stage-là, et bon, c'est pas mal. Mais je pense qu'au lieu d'apprendre à déplacer les voitures, on devrait peut-être apprendre à conduire, pas à déplacer les voitures.
Oui, je comprends. Bien, merci Jacques, merci Corinna, merci à tous. Nicolas, alors, vous êtes l'arbitre. Oui. Vous entendez nos auditeurs, très intéressant, hein, mais Nicolas, ça se dégage, il n'y a pas une majorité qui se dégage pour des contrôles réguliers. Hein. Il n'y a pas une majorité absolue, et déjà il faut rappeler qu'il y a un dispositif qui existe aujourd'hui en France, qui n'est pas appliqué à tout le monde, mais le corps médical a le devoir de contrôle des aptitudes de conduite. Oui. Et si un médecin, un chirurgien, ou lors d'une consultation estime qu'un de ses patients n'est plus en état de conduire, il doit en informer les autorités et rentrer dans un processus de contrôle médical dont la durée est aujourd'hui tous les 5 ans. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, si on considère les personnes âgées, c'est pas l'âge en lui-même qui est question, c'est la capacité physique et psychologique à conduire. Oui. Donc c'est un système qui est plutôt intelligent puisqu'il va se focaliser sur les personnes à risque. Aujourd'hui, si on décide du jour au lendemain d'étendre les contrôles à toute la population, parce que en effet, comme disait Corinna, la limite d'âge c'est peut-être quelque chose d'un petit peu arbitraire. Ça veut dire qu'il faut déployer énormément de moyens financiers. Les médecins du travail n'y suffiront pas. Oui. C'est techniquement possible puisque désormais les nouveaux permis, la format carte de crédit, c'est un document qui doit être renouvelé tous les 10 ans. Exact. On pourrait corréler ça à une visite médicale. Oui, tous les 10 ans. Voilà, tous les 10 ans, on doit renouveler son permis. Non pas le renouveler en le repassant, mais on doit renouveler le document. Voilà, eh bien, on pourrait à l'occasion, je ne sais pas, en mettant les assurances dans le coup, quoi. Oui, alors ensuite, il reste à voir quel serait l'impact sur la mortalité routière de cette mesure. Oui. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que la mortalité routière, il faut rappeler que c'est 3000 morts par an. Les décès pour cause de cancer, d'accidents domestiques, c'est beaucoup plus. Donc, Est-ce que les moyens déployés pour ça, il ne vaudrait pas mieux les mettre, je ne sais pas, dans la lutte contre le tabagisme ou d'autres préventions? Voilà, c'est quelque chose qui doit... évidemment, quand on a un accident avec une personne âgée, c'est toujours un drame. Un drame sur la route, c'est quelque chose qui marque à vie. Mais ensuite, il faut voir comment utiliser l'argent dans des mesures pour avoir le plus d'efficacité possible. Et je ne suis pas sûr que des contrôles systématiques sur les personnes âgées ou même tout au long de la durée de vie du permis, ce soit vraiment le moyen le plus pertinent d'utiliser. Nicolas Meunier, il y a des contrôles dans beaucoup de pays d'Europe. Est-ce qu'on a mesuré l'effet, l'efficacité ? Alors ça, je vous avoue que j'ai pas réussi à trouver de statistiques. Comme c'est des choses qui sont mises en place depuis longtemps, on n'a pas vraiment un avant et un après qui permet de mesurer la bascule, malheureusement. Je comprends. Bon, je vous remercie. Merci Nicolas Meunier. Merci d'avoir été avec nous et merci encore une fois, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous accompagnent le matin. Vous êtes de plus en plus nombreux. Tous les jours, nous battons des records au standard et j'en suis très très heureux. Vous participez de plus en plus nombreux. Continuez. Nous allons, nous, de notre côté, continuer à vous donner la parole, évidemment, parce qu'elle est indispensable, cette parole. Merci. Non pas la monopoliser, la parole. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Il est 12h26. Bon week-end à tous et nous nous retrouverons toujours avec le même plaisir, évidemment, lundi matin.